Bienvenue à tous sur Radio LCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Clemens. Bonjour. Bonjour. On se connaît déjà, vous êtes cofondateur de 88 Jobs, une plateforme de recrutement qu'on connaît bien, spécialisée dans les bilingues, les biculturels chinois-français. Vous êtes établi donc en France, en Angleterre et en Chine. Vous fournissez gratuitement, je reprends vos mots, 60 000 candidats qualifiés, l'accès à des milliers d'annonces du marché. Vous avez 350 clients, 280 en Europe, 70 en Chine, et donc vous vendez tout un tas de services de recrutement, des outils innovants, interviews vidéo, chatbot, multilingues et quiz games de recrutement. Ça a l'air de marcher. Vous avez des concurrents au jour d'aujourd'hui ? Alors oui, on a d'autres confrères. Dans notre créneau, dans notre segment de marché, il est certain que nous ne sommes pas très nombreux. On a un confrère en Allemagne, mais sinon ce sont des compagnies de recrutement généralistes qui, accessoirement, peuvent recruter des profils dont c'est la spécialité, des profils biculturels, bilingues chinois. Donc sur le bilingue et le biculturel français-chinois, pour ce qui nous concerne, vous êtes les seuls aujourd'hui sur la place de Paris à faire ça. Oui, il y a quelques initiatives régulières d'activités équivalentes, mais pas avec cette ampleur et pas avec ce talent pool, cette CVTech que nous avons maintenant accumulé depuis 3 ans et demi. Donc LinkedIn n'est pas encore le pool où on peut trouver... aujourd'hui, j'entends énormément de gens qui trouvent du travail via LinkedIn, mais vous, sur tout ce qui est, disons, France-Chine, voilà, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, et c'est la vôtre. Oui, clairement. LinkedIn, effectivement, ce sont des nouveaux moyens puissants aujourd'hui pour trouver du travail, surtout dans les fonctions intermédiaires et supérieures. Nous, on a fait un pari très spécifique, c'est de faire du recrutement communautaire. C'est-à-dire qu'on avait une conviction dès le départ, c'est qu'on pouvait être plus puissant dans le recrutement si on travaillait au niveau communautaire, à l'endroit où se trouvait notre communauté. Et elle se trouve aussi, elle se trouve sur LinkedIn, mais elle se trouve aussi sur des portails, en particulier en langue chinoise. Il se trouve sur des portails de langue chinoise, de petites annonces. Chez Tang Frères, voilà, par exemple. Elle consomme, elle a ses hypermarchés préférés. Elle consomme, elle échange des petites annonces sur des portails. Elle a des réseaux sociaux spécifiques, le WeChat incontournable. Et donc, on peut faire du recrutement communautaire. Le pari, c'est d'aller plus vite que les réseaux classiques. D'être plus puissant, d'avoir plus d'engagement des candidats quand on les sollicite pour des jobs. Typiquement, notre communauté réagit plus vite. Par exemple, sur WeChat, elle réagit en quelques minutes, en quelques heures, souvent en petit nombre de réponses, mais bien plus qualifiées que ce qu'on pourrait trouver sur des sites généralistes ou maintenant des réseaux sociaux. Rappelons-le, donc WeChat, l'équivalent de notre WhatsApp avec tout un tas de fonctionnalités en plus, que les Chinois utilisent au quotidien et voire plus. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on s'adresse à une audience chinoise, voire franco-chinoise, même aujourd'hui pour nos émissions, on a plus de réactions sur notre compte WeChat Radio que sur les réseaux sociaux classiques traditionnels, type Facebook, Twitter, etc. Oui, c'est la particularité de cette communauté, c'est qu'elle est... en tout cas, tous nos candidats, 100% de nos candidats ont WeChat dans la poche et réagissent plus vite que sur un autre moyen, même par téléphone. Très souvent, ils peuvent répondre à un WeChat, même en train de travailler, bien plus facilement que de répondre à un appel. Donc des conversations asynchrones, typiquement, c'est ce qu'on fait tous les jours dans des processus de recrutement et de sélection. Alors vous dites, à l'heure de la mondialisation, on pourrait croire que cette réunion débat n'a pas lieu d'être et que l'on peut faire des affaires en langue anglaise. Eh ben, je vous confirme, j'ai été en Chine 2 fois. Clairement, en Chine, on ne peut pas faire des affaires en anglais. Peut-être en dehors de Chine un peu plus. D'où l'importance de ces profils bilingues, franco-chinois, chinois. Donc si vous êtes français, vous voulez vous développer en Chine, c'est juste essentiel d'avoir un chinois dans votre équipe.
développer le marché chinois. C'est clair, on voit bien que l'usage de l'anglais se développe. On n'a jamais aussi bien parlé anglais aujourd'hui en 2019 en Chine, si on compare à il y a quelques années. Donc clairement, il y a une montée en puissance du niveau de l'anglais. On voit même des jeunes diplômés ou des jeunes étudiants chinois en Europe qui ont des niveaux d'anglais très bons, parfois en général bien supérieurs au niveau des Français. Mm-hmm. Donc ils apprennent l'anglais depuis beaucoup plus longtemps, mais il n'en demeure pas moins que dans les affaires, tous les Français qui font des affaires en Chine, par exemple, le savent, l'usage de l'anglais a une limite très rapide, qu'on atteint très rapidement. Et si on veut vraiment faire des affaires, si on veut vraiment avoir du réseau, et si on veut rentrer dans des grandes négociations, des belles négociations, il y a un moment donné, il faut basculer en chinois. Et donc, ces profils en Europe ou en Chine sont absolument indispensables pour faire des affaires. J'étais épatée lors de mon dernier voyage en Chine. On était en rendez-vous à la CCTV, donc la télévision d'État chinoise qui fait maintenant partie aussi de China Media Group. Il y avait un jeune qui avait étudié aux États-Unis un niveau d'anglais impressionnant. Je pense que c'est le meilleur traducteur que j'ai jamais eu pendant tout ce voyage. Donc effectivement, ils peuvent arriver à apprendre l'anglais bien mieux que nous. Cela dit, voilà, il était là parce que finalement, les Chinois, ils parlaient pas anglais vis-à-vis des étrangers que nous étions face à eux, mais le chinois. Et donc, il y avait besoin de traducteurs. Alors, quels sont les besoins côté français, côté chinois que vous rencontrez? Et j'imagine qu'ils sont variés, mais peut-être on peut essayer de catégoriser un peu. Alors, sur l'emploi, oui. La France a toujours une spécificité si on compare à l'Allemagne, mais la France ressemble beaucoup aussi au Royaume-Uni. L'emploi, il dépend des secteurs là où nous sommes forts. Évidemment, en France, on reçoit 2 millions de touristes chinois. Le Louvre, c'est 500 000 visiteurs. Donc, l'industrie du tourisme, avec ses visiteurs chinois, est extrêmement importante. Donc, que ce soit dans la vente, le retail, le luxe, l'hôtellerie, évidemment, ces secteurs sont en pointe. C'est la nature du marché français. On reçoit plutôt bien ces touristes et il y a toute une économie et de l'emploi derrière cette économie. Après, en France, d'autres secteurs moindres en termes de volume, on pense aux achats, au sourcing, à l'import-export, à la logistique. Donc, c'est des volumes moins importants, les volumes commerciaux étant dominant le marché de l'emploi bilingue en France. Et puis après, d'autres secteurs, c'est très varié, mais toujours en moindre volume. La moindre compagnie qui veut connecter, l'éditeur de logiciels qui veut connecter ses outils aux grands géants chinois de l'e-commerce, forcément, à un moment donné, se pose une question de comment on arrive à joindre les centres de recherche ou de support à Hangzhou, par exemple, pour avoir de l'information, pour faire fonctionner ces API, ces connecteurs. Donc, à un moment donné, ces éditeurs, s'ils veulent être globaux, s'ils veulent intégrer le commerce européen-chinois, sont obligés de recruter des profils informatiques, support, qui vont devoir communiquer avec leurs fournisseurs chinois. Est-ce que au niveau méthode, en France, on connaît tous Pôle emploi. D'ailleurs, vous avez un partenariat avec Pôle emploi. C'est un peu la première étape quand on cherche du travail avec le réseau perso à côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans la recherche de travail en France? Et est-ce que ça marche de la même manière en Chine? Est-ce qu'il y a un équivalent de Pôle emploi en Chine? Alors oui, la recherche d'emploi est vraiment différente. En France, oui, on a ces grandes institutions qui sont Pôle emploi, APEC, et ensuite les job boards. Et puis maintenant, les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur, alors pas pour toutes les fonctions, mais disons les fonctions intermédiaires et supérieures. Ouais. On n'a jamais vu autant de profils sur les grands réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. L'usage en Chine est vraiment différent. On n'a pas... Comment on trouve du travail alors, il y a des grands job boards. Il y a déjà 2 grands mastodontes qui représentent 80% du marché. C'est Alibaba encore qui est là-dedans? 51 jobs, non, 51 jobs et Jobbing, où on trouve toutes les annonces, la moindre annonce
se trouvent d'abord sur ce job board. D'accord. Donc ce sont des job boards monstrueux qui ont des millions et des millions d'annonces. Job board, c'est sur Internet. Tout à fait. Et donc c'est la base. Toute société. En plus, pour ouvrir un compte, quand on est une société, un recruteur sur ces sites emploi, il faut déposer tous les documents. Donc, on n'a pas de fake annonce, d'annonce douteuse. C'est très encadré, l'ouverture de compte. Et la base de toute organisation qui recrute, c'est de déposer d'abord une annonce sur ces sites qui sont très utilisés. Après, dans le paysage des sites emploi, se sont développés d'autres plus petits, mais qui prennent de l'ampleur, qui sont souvent un peu spécialisés. Par exemple, il y a plusieurs sites emploi qui ressemblent à des réseaux sociaux, un peu comme LinkedIn. Mais il n'y a pas Pôle emploi. Il y a des services emploi par région qui ont eux-mêmes parfois des sites emploi. Oui, il y a aussi effectivement ce genre de choses. Bon, en tout cas, plutôt régional. La Chine étant un pays ultra connecté, ça tombe un peu sous le sens qu'effectivement ça se passe plus via des job boards que le rendez-vous qu'on a encore nous chez Pôle emploi d'orientation et, Clairement, et autres. C'est très digital. Il n'en demeure pas moins que les ressources humaines et le recrutement en Chine, plus nous y sommes et plus nous y allons et plus nous découvrons, on s'aperçoit que nous avons aussi des bonnes techniques de sélection. Les entreprises en Europe investissent de plus en plus dans ce qu'on appelle la HR Tech, donc des moyens qui permettent de faire de la sélection par vidéo, par chatbot, par jeu d'acquisition, avant que la personne se déplace pour aller toujours plus vite dans la sélection et qu'elle soit toujours plus qualitative. On s'aperçoit en Chine, il n'y a pas forcément le même niveau de maturité sur ces outils-là. Alors c'est d'ailleurs un paradoxe. On peut être en Chine extrêmement en avance sur les moyens de paiement, sur l'e-commerce. On voit les innovations mondiales qui se trouvent sur place. Et sur le domaine des ressources humaines, c'est en devenir en termes d'utilisation massive des outils digitaux à des fins de sélection. Vous revenez de Chine il y a une semaine, c'est ça? Oui, et puis nous y sommes tout le temps. Nous avons un bureau à Shanghai. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme feedback? Vous avez noué encore des nouveaux partenariats avec des personnes sur place? Et puis on va parler aussi de votre partenariat avec Pôle emploi. Oui, clairement. Ce que nous creusons séjour après séjour, c'est la capacité aussi d'apporter pas simplement des nouveaux profils face à des besoins et des positions ouvertes, mais aussi d'apporter des nouveaux outils qu'on utilise en Europe. Je parlais de ces différents outils qui marquent un intérêt. Donc les grandes organisations qui sont obligées de gérer des flux de candidatures absolument énormes, en centaines, en milliers de candidatures par mois, sont très intéressées par tout outil qui permettrait de trier plus vite, de rendre aussi une expérience plus intéressante aux candidats, mais d'être toujours plus rapide et efficace dans leur processus de recrutement. Donc c'était un peu la découverte depuis 2 ans. Nous avions été accompagnés à notre lancement par le Business France en Chine, qui nous avait aidé. C'est comme ça qu'on s'était connus, à la fameuse French Tech Tout Tour, à laquelle vous participez. Et il nous avait aidé à faire des premières études sur les techniques de recrutement et savoir le degré de maturité qu'on pouvait trouver en Chine. Et on continue à creuser et il y a un intérêt croissant des entreprises, au-delà de couvrir leurs besoins de recrutement immédiat, pour des nouveaux outils, des nouvelles formes de recrutement. Et ça nous passionne complètement. Et donc, nous sommes en test avec ces outils chez plusieurs de nos clients. Sinon, nous ouvrons régulièrement, finalement, des grandes organisations. Nous sommes intéressés par les campagnes de recrutement, plus que par des recrutements à l'unité, qui peuvent nous demander de faire à la fois de la promotion des entreprises, des postes pendant une période d'acquisition, et puis ensuite de la sélection massive. Voilà, donc nous cherchons les grands comptes, principalement en Chine, où on peut développer nos techniques de sélection. Oui, donc jouer un peu l'effet volume quand même, sur l'effet volume. En France, vous en aviez déjà parlé, je pense, avec un collègue précédemment. Partenariat avec Pôle emploi, ça en est où? Ça a évolué depuis que ça a été fait Alors oui, Pôle emploi en mobilité internationale, je pense qu'il pourrait
en parler plus en détail, mais sont organisés en régions, en continents. Du moins, une région française s'occupe d'un continent. Et donc, c'est Pôle emploi Mobilité Internationale Asie, Océanie, qui se trouve basé à Bordeaux. Donc, naturellement, nous, comme on travaille dans le communautaire et finalement dans un écosystème, tout ce qui concerne la Chine, l'emploi, les RH, les ressources nous intéresse. Et finalement, on s'est retrouvés très vite, il y a quelques années, pour trouver une coopération. Ils sont sollicités par des agences pour des demandeurs d'emploi qui cherchent à retourner en Asie, qui ont des compétences linguistiques. Ils ont des offres. Nous avons nous-mêmes des milliers d'offres. Donc, on peut échanger effectivement des bonnes idées pour toujours trouver des solutions face à des candidats. À l'inverse, nous avons des clients qui recherchent des profils en Europe. Et ils peuvent aller donc sur la plateforme de Pôle emploi. Donc, on est dans le même écosystème. C'est une coopération très intéressante. On rencontre les mêmes acteurs, les mêmes candidats quelque part à des moments différents, mais c'est une coopération évidente. Alors, on a évoqué les secteurs dans lesquels, en général, un employeur, on va dire, recherche le plus. On a parlé de la vente retail, évidemment, dans le luxe, retail et luxe, l'hospitality, donc le tourisme, l'accueil de ces touristes qui ne parlent pas forcément français, la vente, l'achat, sourcing, import-export. Vous animez tout un tas d'événements pour recruter. Moi, j'ai participé à un des salons que vous animiez. Ce que j'ai pu constater, que c'était plutôt jeune, la moyenne d'âge qui venait pour chercher des boulots, et qui avait énormément effectivement, tout ce qui est hospitality. Pour moi, ça faisait la plus grande partie de l'événement que vous organisiez. Est-ce que ça, c'est en train d'évoluer également ? Alors, nous avons des événements thématiques. Vous aviez participé à un événement qui était effectivement beaucoup tourné autour du luxe et de l'hôtellerie de luxe aussi, où on retrouvait les grands hôtels, les palaces parisiens. Ouais. Après, nous avons fait d'autres événements plus thématiques dans l'IT ou au contraire retail en général. Donc, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de l'emploi se trouve dans ces secteurs, parce que c'est la nature du marché français. Si nous étions une puissance industrielle comme l'Allemagne, en Allemagne, nous avons énormément de jobs où il est nécessaire d'avoir des bilingues, où on cherche des ingénieurs, on cherche des techniciens. Pourquoi ? Parce qu'ils vont travailler sur des projets germano-chinois. Et donc, il faut ces profils qui sont vraiment différents des profils qu'on peut rechercher en France. En tout cas, pour la France, oui. Alors, sur les publics, les candidats, on dit bilingue chinois, mais ce sont des populations quand même tout de même variées. On a les Français qui ont appris le chinois. Il y en a énormément qui, 20 000 étudiants. Se débrouillent très bien. 20 000 étudiants qui apprennent le chinois sur 28 universités sur 75. Nous en avons eu ici grâce à vous, d'ailleurs. Donc, ils sont un petit nombre qui persistent et qui restent, qui ont un chinois opérationnel. Ils sont un tout petit nombre. Ensuite, on a les Chinois de deuxième ou troisième génération, français, mais leurs parents ou leurs grands-parents sont chinois et parlent les chinois à la maison. Donc, ensuite, nous avons les Chinois établis parce que mariés, avec des visas de très longue durée, qui sont établis en France. Et enfin, nous avons un pool quand même important, 35 000 étudiants chinois, d'après les dernières statistiques, qui sont de passage en Europe pour leurs études et qui sont aussi employables pour certaines positions. Donc, il y a une variété de situations. Tous n'ont pas les mêmes compétences, même linguistiques. Par exemple, les enfants ou les petits-enfants d'immigrés chinois peuvent parfois ne pas l'écrire, ne pas le lire, mais le parler parce qu'on parlait à la maison. Donc, il y a une variété de situations et aussi de compétences métiers, bien sûr, en plus, qui font que tous ne sont pas employables par rapport aux différents jobs qu'on peut trouver en France. Ici, vous m'avez envoyé des beaux exemples concrets de
contextes dans lesquels on peut avoir besoin de ce type de profil. Peut-être on peut évoquer pour vous les exemples les plus parlants côté français, côté chinois, pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre, mieux saisir le besoin et l'utilité de votre service. Oui, concrètement, trois missions en cours. La dernière, peut-être la plus importante, c'est une compagnie chinoise dans un secteur industriel très pointu qui achète une petite société française dans la vallée du Rhône, 15 personnes. Désormais capitaux filiale d'un groupe chinois. Cette entreprise chinoise qui avait l'habitude d'acquisition en Europe nomme un directeur général chinois, mais a besoin d'un directeur général adjoint français pour collaborer avec les ingénieurs de cette entreprise, et puis de 2-3 autres fonctions, par exemple finance, administration finance. Pourquoi ? Pour pouvoir envoyer les informations au siège très régulièrement, directement à la direction financière du groupe. Alors ce DG français, il va être comment ? Alors ce DG français, pour le coup, il va peut-être pas parler chinois, D'accord. parce que ça devient compliqué de rajouter non seulement une compétence de management d'une unité de production, etc., plus des compétences métiers pointues d'ingénieur, par exemple. Demander le chinois, c'est possible, mais ça va être encore plus rare. Donc, mais par contre, ce qu'on va rechercher, c'est quelqu'un qui a vécu en Chine, par exemple. Ils sont nombreux, qui a dirigé une unité pour une entreprise peut-être française ou européenne, et qui est Chinese friendly, ce qu'on dit, qui a cette nostalgie de ce séjour, de cette vie en Chine, et qui va bien se marier avec cette entreprise et ce projet d'entreprise biculturel aussi. Donc même s'il ne parle pas la langue, il parle, entre guillemets, la culture chinoise. C'est extrêmement important. D'accord. La langue, c'est évidemment la chose la plus simple à comprendre sur le bilinguisme, mais quelque part, c'est avoir des attaches avec la Chine, qu'elle soit par son époux, son épouse, par son fils, sa fille qui a fait une école de commerce en Chine, et on l'a visité quelques fois, ou une expatriation, mais quelque chose qui rattache à la Chine. La greffe se portera d'autant mieux qu'on a ce genre d'accroche. Autre exemple, peut-être dans l'autre sens ? Alors, entreprise dans la comptabilité, dans la finance. Je dirais entreprise française qui souhaite s'implanter en Chine. Ah oui, alors typiquement, un certain nombre d'entreprises, start-up ou moins start-up, décident d'explorer ou de s'installer en Chine. Typiquement, il va y avoir besoin de quelqu'un qui les représente, un patron du bureau, même s'il est tout petit, même si c'est dans un centre d'affaires pour commencer, il va être nécessaire de trouver quelqu'un qui va bien représenter l'entreprise. Et donc ça, c'est très fréquent. L'ouverture d'un bureau, le nouveau business developer qui va ou le responsable du service support qui va présenter. Alors lui, il sera de quelle nationalité ? Alors, il peut être chinois, mais on va rechercher quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger, en particulier en France, d'autant plus. D'accord. Et si possible, si on veut encore plus de succès, eh bien, on va conseiller à notre client de le recruter en France, de lui faire passer 6 mois dans ses locaux, avec des voyages peut-être avec la Chine très régulièrement, et puis au bout de 6 mois, aller ouvrir le bureau. Donc là, il s'imprègne de la culture de la société. Clairement. Il a des collègues au siège, qui connaît, et là, c'est les meilleures chances de succès sont dans ce cas-là. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais ce sont des bonnes pratiques. Bon, en tout cas, on voit que vous vous développez bien. Là, ça fait quoi ? 3 ans ? 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi, c'est ça. Ouais. Parce que vous aviez participé à la French Tech de 2015. 2017, French Tech 2017. Ah pardon, d'accord, ça va vite. Donc, le temps passe. Voilà, on avait déjà juste quelques clients en Chine, mais ce programme de Business France et de BPI France nous ont donné un très bon coup de boost, une exposition très importante auprès de nos futurs clients, et puis une compréhension accompagnée, éclairée de notre secteur en Chine, où nous avions certes des idées, parce qu'on est aussi une entreprise biculturelle. J'ai des associés chinois. Donc, mais ça nous a permis d'être plus efficaces et d'aller plus vite dans notre implantation.
En un mot, pour voir la suite de 88 Jobs d'ici 1 an, 2 ans, comment vous voyez votre évolution sur ce marché franco-chinois? Alors toujours plus d'affaires en Chine. Et pas que franco-chinois d'ailleurs, parce que vous êtes aussi en Angleterre. Alors toujours plus d'affaires en Chine, Oui. pour arriver à un équilibre entre l'Europe et la Chine. Et puis une diffusion aussi en Europe, petit à petit, pays par pays, où on a les mêmes sujets. On a commencé par la France, puisque c'était nos attaches d'origine, mais typiquement, on s'est aperçu que le marché britannique était similaire au marché français, donc on a décidé d'y aller comme second pays. Après, sûrement d'autres pays en Europe, continuer sur la Chine. Et puis, deuxième volet tout aussi essentiel, c'est de développer toujours plus d'outils permettant d'équiper aussi nos clients pour qu'ils puissent recruter aussi plus vite, avec plus de qualité et à moindre coût. Voilà, ça c'est notre objectif aussi, développement technologique. Très bien, donc je le rappelle, 88jobs.com. Alors .fr, .fr, pardon. .cn et .com. D'accord. Donc vous êtes Jobs en chinois, voilà. Vous êtes jeune ou moins jeune comme moi et vous cherchez du boulot, vous mettez votre CV en ligne, c'est ça? Voilà, et CV en ligne, vous pouvez parler à des consultants, vous pouvez parler à un chatbot la nuit, en horaire décalé, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre et recevoir votre CV et votre projet de carrière. Super, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Merci Alexandra.